Bonjour et bienvenue sur le podcast de Plume de Doctorant. Le podcast dédié à l'actualité de la recherche autour des guerres mondiales. Je suis Guillaume Hiverneau. Je suis Charlotte Barnabé. Alors que l'historiographie de ces périodes est déjà abondante et que les livres les concernant inondent régulièrement les rayons de librairie, quels sont les travaux les plus récents et quels débats animent la recherche ? C'est ce à quoi nous essayons de répondre en rencontrant les chercheuses et chercheurs qui travaillent sur les guerres mondiales. Bonjour et bienvenue dans Plume de Doctorant. Aujourd'hui, un épisode qui coïncide avec le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en janvier 1945 et pour lequel un important moment commémoratif international se prépare. Pour discuter de cela, nous recevons Alexandre Bande, docteur en histoire, chercheur, professeur en classe préparatoire à Janson-de-Sailly, mais aussi intervenant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, au Mémorial de la Shoah et à l'INSPE de Paris. Alexandre Bande, bonjour. Bonjour. Alors vous vous intéressez aux questions relatives à l'articulation entre l'histoire et la mémoire des conflits contemporains, ainsi que des génocides, et vous venez justement de publier en ce tout début d'année, chez Passé Composé, un ouvrage intitulé Auschwitz 1945, un format assez court mais particulièrement efficace et pertinent pour nous expliquer ce qui se passe à Auschwitz en 1945 et après. Alors pour un léger rappel, Auschwitz est un complexe particulièrement difficile à saisir, à la fois camp de concentration, centre de mise à mort. Pour compléter, n'hésitez pas à retourner écouter l'épisode que nous y avons consacré avec Tal Brutman. Donc avant de commencer, donc nous en parlions un petit peu avant dans cet enregistrement, quel lien le chercheur que vous êtes, l'enseignant aussi, entretient-il avec ce lieu, avec Auschwitz ? Et deuxième question, pourquoi ce livre ? Eh bien, d'abord, merci pour votre invitation. Je suis ravi d'intervenir aujourd'hui avec vous. Alors, ce lien, c'est un lien ancien qui a près d'une vingtaine d'années. Alors, par rapport à certains de mes collègues, c'est peut-être pas si ancien que ça, mais pour moi, ça commence à faire beaucoup. Qui a démarré dans les années 2000 à l'occasion d'un travail effectué par un collègue du lycée Condorcet avec lequel je travaillais à l'époque, Pierre Albertini, sur les Juifs de Condorcet dans cet établissement. De fil en aiguille, m'est venue l'envie et l'idée d'accompagner mes élèves de terminale de l'époque sur ce lieu d'histoire et de mémoire qu'est le lieu d'Auschwitz. Et petit à petit, en y allant une première fois, 3 fois avec la première année, je me suis formé auprès de collègues du Mémorial de la Shoah. C'est l'époque où le Mémorial se renouvelait et se rénovait, 2004-2005, il y a tout juste une vingtaine d'années. Et j'ai fait connaissance à ce moment-là d'un certain nombre de spécialistes, de témoins, enfin je préfère les appeler victimes et survivants que témoins purs, mais j'y ai croisé Henri Borland qui vient de partir et pour lequel j'ai une toute immédiate pensée. J'y ai croisé Ida Grinspan que j'avais beaucoup apprécié. J'y ai croisé Olivier Lalieu avec lequel depuis je travaille régulièrement. Et donc pour être assez bref sur le sujet, à partir de ce moment-là, je me suis retrouvé d'abord dans la position du professeur organisateur de voyages mémoriels, puis ensuite dans la position d'expert pour le compte de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour laquelle je me suis engagé à partir de ce moment-là, puis progressivement accompagnateur de voyage pour le mémorial, pour des proches, des amis, des étudiants. J'ai essayé de décompter un petit peu ces dernières semaines le nombre de fois où j'avais pu aller sur place. Je pense que j'ai dépassé les 75 fois. Ce qui fait qu'avec le temps, et c'est ce que j'explique dans l'introduction de mon livre, malgré le temps qui passe et avec le temps qui est passé, je me suis rendu compte que plus je comprenais, ou je parvenais à me rapprocher de ce qui s'était produit sur place, plus je me rendais compte de la difficulté de transmettre cette histoire au grand public, et plus je me rendais compte également, ce que je ne nie pas sans pour autant le mettre systématiquement en avance, mais ce qui n'est pas toujours le cas de mes collègues historiens ou historiennes, l'importance croissante de l'émotion que je ressens quand je vais sur site. Alors pourquoi ce livre ? Ce livre, il m'a semblé important dans la mesure où se produit un moment charnière de l'histoire de ce lieu et de la Seconde Guerre mondiale. C'est le moment de la disparition des derniers survivants. Et c'est le moment où nous qui avons eu l'occasion, quand je parle de nous, je parle des gens de ma génération, de côtoyer de très près des gens qui avaient vécu la Seconde Guerre mondiale, et qui avons baigné dans notre jeunesse et notre enfance dans ces récits et dans cette histoire, qui avons choisi, là je parle au nom de mes collègues et historiens, de transmettre et de porter cette histoire et cette parole, il se passe un moment important parce que ces témoins disparaissent, les écrits sont là, et je me suis rendu compte qu'en français, en langue française, sur Auschwitz, il existait de beaux ouvrages, celui de mon collègue Tal Brutman paru il y a 10 ans, ceux d'Annette Vievorka sur le sujet, les travaux de Tal et de ses collègues allemands sur l'album d'Auschwitz que je connais bien pour y travailler aussi dessus depuis longtemps, mais il n'y avait rien de spécifique sur ce moment important qu'était celui de l'arrivée des soviétiques à Auschwitz. J'évite toujours d'utiliser le terme de libération pure, on pourra en reparler, mais à tout moment la découverte ou l'arrivée
des soviétiques, alors était évoqué dans ces manuels dans ces ouvrages dont je parle, était évoqué également dans des ouvrages polonais qui avaient été pour certains traduits en français ou en anglais. Il y a même des collègues du musée d'Auschwitz qui ont travaillé sur cette question de l'arrivée des soviétiques également, mais en français il n'y avait rien. Donc mon objectif, et je m'arrête là pour votre première question, c'était de répondre peut-être à une sorte de manque, tout en restant modeste sur l'objectif, mais sur la concrétisation de l'objectif. Mais c'était de répondre à un manque, c'est-à-dire que le grand public, même les étudiants, je pense, et certains de mes collègues qui enseignent l'histoire de cette période, n'avaient certainement pas, avant la lecture de ce livre-là, à portée de main ces informations. Et alors du coup, quelles archives vous avez mobilisées pour éclairer ce moment 1945 ? Alors en termes d'archives, en fait, c'est ce que j'avais vu avec mon éditeur, c'est qu'il n'était pas question, parce que pour être très honnête, le livre a germé et a été envisagé au printemps 2024. Donc vous voyez, les délais étaient quand même très courts, c'est pas un projet que j'avais en tête depuis très longtemps, c'est que je m'étais dit pour l'occasion, c'est dommage de ne rien faire, on va beaucoup parler du 80e anniversaire, et d'avoir une approche qui serait pas la ressuscité de ce qui avait déjà été fait. Et donc, en termes d'archives, j'ai travaillé, donc en termes de sources, d'abord j'ai travaillé sur un certain nombre de documents dont je disposais ou d'ouvrages qui existaient déjà. Ces ouvrages polonais, pas toujours traduits en français, mais souvent en anglais, dont je disposais aussi ou qui étaient en accès libre pour les chercheurs, mais que connaissent pas obligatoirement le grand public. Et en termes d'archives pures, la source numéro 1 pour moi, même si elles ont été depuis longtemps transcrites ou voire même véhiculées à l'oral, ce sont les témoignages de certains survivants. J'ai la chance d'effectuer une mission pour le compte auprès d'une association qui s'appelle l'Union des déportés d'Auschwitz depuis le printemps dernier, l'UDA, qui est en train de rénover un site dont je suis un des conseillers historiques qui s'appelle Mémoire des déportations. Et à ce titre-là, j'ai été mis en contact visuel, si je puis dire, avec un certain nombre de récits qui avaient fait des quelques rares survivants d'Auschwitz qui étaient revenus en France et qui n'étaient pas parmi ceux qui étaient les plus médiatisés. Je pense à Simone Weil ou à Primo Levi côté italien ou à Elie Wiesel. Là, ce sont des gens comme celui que je cite dans mon accroche ou qui est sur la 4e de couverture, qui sont pas vraiment très célèbres. Donc ma source numéro 1, ça a été les témoignages écrits, également quelques comptes rendus des commissions d'enquête soviétiques qui avaient été transcrites, alors dans certains ouvrages, je ne vais pas rentrer en détail pour les auditeurs un peu techniques, mais je pense à l'ouvrage de Pressac qui était paru dans les années 90, cet ancien négationniste devenu spécialiste des chambres à gaz, et qui avait édité dans son premier numéro, son premier volume, grand volume en anglais, tout un tas de documents d'archives qui étaient ceux que les soviétiques avaient obtenus au moment de la libération du camp. Donc en termes d'archives pures, vous voyez, je suis très honnête, j'ai pas passé des heures dans les archives du camp. Sur le site du musée mémorial d'Auschwitz, il y a également de nombreuses archives très utiles, en particulier celles qui reviennent sur les plans qu'avait élaboré la SS pour remodeler le site de la ville d'Auschwitz. Et donc ces plans sont dans le domaine public, ils sont sur les archives d'Auschwitz. Donc vous voyez, c'est-à-dire que j'ai les archives, les témoignages oraux et écrits, quelques documents écrits, quelques dessins, en particulier je pense à certains dessins qu'on a fait par les Sonderkommando au moment des commissions d'enquête soviétiques qui permettent de reconstituer précisément les lieux où ont eu lieu, enfin les lieux, par exemple, je pense au bunker 2, c'est-à-dire la deuxième chambre à gaz qui est ouverte à Birkenau au printemps 42. Et je pense aussi, pendant que j'y suis, aussi, parce que je les ai croisés avec d'autres sources, aux photos aériennes, parce que c'est tout bête, mais ces photos qui sont également célèbres de la Royal et du US Air Force du printemps 44, elles m'ont permis, en utilisant plusieurs, de me rendre compte du moment où disparaissait tel ou tel élément matériel, parce que j'essayais d'être le plus précis possible quant à la chronologie d'un certain nombre d'éléments. Voilà. Alors maintenant, il est temps de rentrer vraiment dans le vif de votre ouvrage, qui est organisé plutôt de manière chronologique. Et donc, on va commencer par vous évoquer un peu dans le livre les dernières heures, les derniers moments de fonctionnement du site encore géré par la SS. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces derniers moments ? Qu'est-ce qui se passe à la fois pour les détenus, à la fois pour les gardiens, etc. Bien écoutez, ce complexe, comme vous le disiez tout à l'heure, et je sais que l'intervention de mon collègue Tal Brutman est amplement suffisante sur le sujet, donc je vais pas tout reprendre, mais cet immense complexe de plusieurs dizaines de kilomètres carrés qui est celui d'Auschwitz-Birkenau, enfin Auschwitz tout court, est un complexe qui, à partir du début de l'hiver 1944-45, tourne au ralenti.
dans la mesure où le processus exterminatoire est figé depuis le mois d'octobre-novembre et les grands convois sont arrivés à la fin de l'été, qu'il y a encore sur site plusieurs dizaines de milliers de détenus, majoritairement juifs, qui sont disséminés entre le camp 1, le Stammlager, le camp 2, Birkenau, le camp 3, Monowitz et la multitude que j'ai tenté d'évoquer, des sous-camps sur lesquels travaillent encore ces survivants. Et à partir du début du mois de janvier, en raison de l'arrivée des soviétiques à quelques kilomètres, l'état-major allemand et surtout les responsables de la SS, qui activent un plan qui était déjà prêt, qui était déjà préparé, ont déjà commencé à envisager le démantèlement du site. C'est-à-dire qu'à partir d'octobre-novembre, déjà, un certain nombre de lieux, par exemple les lieux ces espaces que j'appelle homicides, ces chambres à gaz ont été démantelés, ont été démontés par les déportés, les traces matérielles de l'inscription, les listes d'enregistrement, les photos, les effets personnels, on voit bien qu'il y a une accélération des déplacements des vêtements vers l'intérieur du Reich entre le mois d'octobre et le mois de novembre 44 pour laisser le moins de choses possible. Donc en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la SS, et surtout à partir du 17, 18, 19 janvier, décide, et ça peut paraître surprenant, on peut en reparler, de déplacer les survivants aptes à se mouvoir, c'est ce qu'on appellera plus tard les marches de la mort, et laisse sur place non seulement 7-8 000 personnes, parce que les chiffres exacts sont difficiles à obtenir, mais également, et c'est ce qui m'a intéressé dans ces travaux que j'ai effectués pour construire le livre, s'engage également cette ESS à se déplacer, c'est-à-dire qu'en fait on a l'impression qu'il y a visiblement une rotation et que des simples soldats de la Wehrmacht viennent garder les quelques survivants qui sont moribonds dans les différents espaces du camp, et qu'en fonction justement de cette diversité des différents lieux, on a l'impression qu'en fonction des lieux où on se trouve, c'est le cas, certainement pour ça qu'il y a pas mal de survivants qui viennent de Monowitz, parce que justement à Monowitz, les gardiens étaient des simples soldats de la Wehrmacht et n'avaient peut-être pas le même rapport aux déportés survivants que les SS de Birkenau, qui visiblement ont été beaucoup plus durs. Donc dans les 15 jours qui précèdent l'arrivée des soviétiques, le lieu tourne au ralenti, c'est l'hiver, il fait très froid, j'ai beaucoup insisté sur cet aspect-là, moi qui y vais régulièrement sur les lieux, que quand on fait de l'histoire et quand on fait de l'histoire sur un lieu d'histoire qui est devenu lieu de mémoire, il faut tenter d'imaginer quels sont les éléments physiques qui peuvent peser sur les événements historiques. Et là, en l'occurrence, le froid, le gel, la neige rendent toute l'activité humaine quasiment impossible. Donc en fait, quand les soviétiques vont faire leur entrée sur site, plutôt que dans le camp ou dans les camps, ça fait déjà plus de 15 jours, 3 semaines que le système est arrêté ou au ralenti. Alors pourquoi, d'après vous, faut-il nuancer cette idée de libération ? Oui, alors le terme de libération va être repris, on en reparlera certainement plus tard dans le cadre de ces commémorations qui vont commencer à arriver, qui ont commencé avec l'entrée des Américains au Struthof il y a quelques semaines. Oui, bien sûr, c'est une libération pour les déportés qui voient arriver des soldats qui vont s'occuper d'eux, et ça c'est important, l'armée rouge a bien traité les populations qu'elle a découvertes dans ces camps, mais dans le sens où les populations qui sont là, on peut s'intéresser à quelques témoignages, à ce que raconte Primo Levi également, n'ont pas toujours eu cette sensation de libération, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés et restés souvent sur le site dans lequel ils étaient internés auparavant, ont été soignés dans l'urgence par les populations polonaises ou par les médecins de l'armée rouge. Mais moi, je préfère la notion de découverte parce que libération, ça veut dire concrètement, ça voudrait dire qu'il y aurait eu un projet de libérer ce site. Alors que là, on a quand même l'impression que l'état-major soviétique, tout en ayant une lointaine connaissance de l'existence de ce lieu, n'avait pas fait de la libération de ce site une urgence première, avançait à son rythme et à un rythme qui n'était pas si flagrant que ça, parce que l'armée allemande résiste véritablement beaucoup, un peu partout, et Anthony Beevor l'avait montré en son temps dans son remarquable ouvrage sur Berlin. Et donc, on a l'impression que l'arrivée de cette première armée ukrainienne à la périphérie, depuis Cracovie, de la ville d'Auschwitz, c'est un hasard de l'avancée de l'armée rouge, et qu'ensuite il y a cette stupeur, que je pense être réelle, de ces soldats qui découvrent ces populations dans un état de délabrement avancé, et donc, de fait, ils s'en occupent, mais j'aurais préféré... pour moi, le mot libération ait pu avoir du sens, c'est de se dire qu'il y avait un but, de se dire, voilà, il y a des gens qui souffrent, qui sont internés, qui sont moribonds, qui vont peut-être mourir si on se dépêche pas, il faut tout faire pour aller ouvrir les portes de ce camp.
Or, d'après les sources dont on dispose, on n'a pas l'impression que ça soit ça. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Et après, c'est pas minimiser l'importance de cette entrée en contact, mais oui, la notion de ce que font les Américains quand ils arrivent au Struthof, où il n'y a plus personne, là c'est différent, mais à Buchenwald, à Dora, ou à Ohrdruf, ce qu'a très bien raconté Henri Borland, là, on a des scènes de liesse, des gens qui leur tombent dans les bras, etc. On en reparlera certainement, mais les scènes de liesse dont on a gardé des images pour Auschwitz sont des scènes de liesse qui ont été reconstituées par les Soviétiques. Donc, ce qui ne veut pas dire que les prisonniers sont pas heureux de voir arriver des gens s'occuper d'eux, et que pour certains d'entre eux, il est certain que l'arrivée soviétique, c'est la fin d'un cauchemar. Voilà. Mais pour mes collègues polonais, comme pour la Pologne tout court, je suis pas sûr que la fin du nazisme ait été obligatoirement, immédiatement une libération. Elle est perçue comme telle, mais si on garde l'histoire à quelques semaines ou à quelques mois près, on se rend compte que cette libération annonce d'autres temps difficiles. Est-ce qu'on a des témoignages de soldats soviétiques qui racontent leur arrivée sur site ? On a quelques témoignages que j'évoque au début de ma première partie, alors qui ont été édités par un des responsables, par un des généraux qui était sur place dans les premières semaines, dans les semaines qui précèdent l'arrivée des Soviétiques sur place, le général Petrenko, que j'ai cité à quelques reprises, qui a d'ailleurs publié en français au début, une version qui a été traduite en français. Il avait publié un ouvrage qui était sur le général Petrenko parle ou quelque chose comme ça, qui raconte un petit peu un certain nombre de choses. Les témoins, le problème des témoignages de soldats soviétiques, c'est que l'armée rouge est une armée on parlait de la Grande Muette en France, mais alors je sais pas comment il faut appeler l'armée rouge, mais on voit pas un soldat soviétique de ce moment-là raconter ce qu'il découvre. Parce que de toute façon, immédiatement, il y a une chape de plomb qui s'abat sur le système. Donc, comme le montre la photo que je pose en première page, il y a bien les soldats soviétiques qui discutent avec des déportés. Mais des témoignages, alors pour être très honnête, il y en a peut-être dans les archives soviétiques que j'ai pas toutes consultées et épluchées vu le format du livre que j'ai proposé. Mais d'une manière générale, on a plus, et ça c'est intéressant, de témoignages encore aujourd'hui, grâce aux travaux de mes amis de Yad Inuunum, de survivants polonais de la période, qui ont obtenu ces derniers mois encore, en allant faire une opération d'enquête sur site, les témoignages de gens qui aujourd'hui ont 90, 95 ans, mais qui étaient des jeunes adolescents ou des tout jeunes adultes, et qui, contrairement à ce qu'on a pu écrire, vivaient dans la zone d'intérêt, parce que cette zone n'a pas été complètement vidée de ses populations civiles, et qui ont vu des choses, et qui encore aujourd'hui peuvent les raconter, en particulier l'arrivée des Soviétiques ou leur premier contact avec les survivants. Et donc ces survivants d'ailleurs présents sur place, vous l'avez déjà évoqué un petit peu, donc on parle d'environ 7 à 8 000 personnes, on ne sait pas exactement combien, des hommes, des femmes. Est-ce que vous pourriez détailler un peu qui sont ces survivants justement ? Alors, majoritairement, l'écrasante majorité de ces survivants, ce sont des déportés juifs qui ont été considérés lors de leur arrivée sur le site d'Auschwitz comme étant susceptibles de pouvoir travailler, comme étant nécessaires ou utiles à l'administration SS et à l'effort de guerre nazi, et donc qui peuvent être là parfois depuis plusieurs mois, sinon plusieurs années. Pour les plus robustes d'entre eux, je pense à certains membres de ce qu'on appelle les Sonderkommando, qui étaient éventuellement sur place. Ce sont aussi, alors que ce sont majoritairement des juifs, je le disais, ce sont la plupart d'entre eux des gens qui sont incapables de se déplacer. Donc, si on prend des exemples célèbres de Primo Levi ou de 2-3 autres que je cite dans mon livre qui sont moins célèbres de ces déportés français, sont des gens qui au moment, et c'est ce que raconte Simone Weil, où il a été annoncé l'ordre de départ, 17-18 janvier, dans les blocs des différents camps et sous-camps, ont eu un court instant pour se dire « Est-ce que je me sens apte à marcher ou est-ce que je choisis de rester ?» Simone Weil raconte qu'elle, le fait d'être apte à marcher avec sa mère et sa sœur, l'a laissé entrevoir un instant qu'elle risquait d'être emmenée vers un lieu d'exécution. Et donc pour ceux qui sont restés, je vais jusqu'au bout de ma démarche, c'est que ceux qui sont restés ont certainement dû se dire, à part pour ceux qui sont au fin fond des revires et qui sont en train de mourir ou d'agoniser, enfin voilà, eux, ils n'ont pas eu le choix, mais ceux qui avaient un petit choix ont dû se dire, est-ce qu'on reste parce qu'ils entendent les coups de canon, le 17-18 janvier on les entend déjà, et on attend ceux qui vont arriver, ou est-ce qu'on reste et on va être éliminé physiquement parce que la SS va pas nous laisser sur place? Donc ceux qui restent, c'est vraiment ceux qui ont fait ce choix, mais alors on a beaucoup de mal à quantifier. Il y a quelques centaines d'enfants en bas âge qui sont là pour des raisons que j'explicite rapidement dans un passage qui me paraît important, on pourra y revenir. Et il y a des hommes et des femmes qui sont présents, et je vous dis disséminés. Alors, ils sont
d'après ce que j'ai pu comprendre et d'après ce que disent les quelques témoignages, les sous-camps dont je parle, comme Raeshko, Boudi et les autres, ont déjà été vidés. Donc la plupart des déportés vivants se retrouvent soit à Monowitz, où il y a le camp à côté de la Buna, l'usine de caoutchouc synthétique, soit à Birkenau, soit dans le camp 1. Mais pour aller à l'essentiel, ce sont majoritairement des gens qui sont incapables de bouger. Je rebondis sur ce que vous disiez, le fait qu'effectivement ils sentent que, entre guillemets, la libération se rapproche parce qu'ils entendent les coups de canon. Effectivement, ils n'ont pas de vue a priori sur la stratégie qui s'est en cours, des armées qui à l'œuvre, des armées qui arrivent. Et est-ce qu'ils ont une idée que ça sera les soviétiques qu'ils vont rencontrer ou pas du tout? A priori, là, j'ai pas en tête de témoignage qui évoque cette idée-là, mais a priori, il y a un des déportés français qui explique que dans les quelques jours qui précèdent l'arrivée soviétique, il y a un tel délitement de la surveillance sur le site de Monowitz que lui, il a réussi à aller jusqu'à la ville d'Auschwitz. Donc, vu la géographie et vu la réalité de ce qui se passe aux alentours, alors c'est pas vraiment les déportés soviétiques qui peuvent raconter grand-chose, parce que de mémoire, sur les 15 000 qui sont arrivés à Auschwitz à l'été 41, il doit rester entre 40 et 50 survivants au moment de la fin de l'histoire de ce camp. Mais je pense que géographiquement, les Occidentaux, enfin les gens qui sont là, sont bien conscients que ça va pas être les Américains ou les Anglais qui vont arriver. Donc je pense que le contact avec les Soviétiques a pas dû être une surprise. La surprise, ça a plus été du côté soviétique, ce que je disais tout à l'heure. Alors face à l'état de ces détenus, quelles sont les mesures qu'on met en place en urgence, notamment quels sont les enjeux sanitaires auxquels il faut tout de suite répondre? Les urgences sanitaires, c'est ce que j'évoque aussi et ce que racontent certains survivants, c'est que immédiatement, c'est ce qui s'est produit sur ce point, et c'est ça qui est intéressant à rappeler à vos auditeurs, c'est que finalement ce qui se passe à Auschwitz, c'est ce qui se passe à Buchenwald, à Ohrdruf ou à Dora ou à Dachau, c'est-à-dire que les Alliés, ils découvrent des gens qui font 30-35 kilos, qui sont sous-alimentés depuis des mois, qui souffrent de pathologies multiples, tuberculose, épuisement, qui ont des problèmes digestifs, qui ont des problèmes de peau, et donc les simples soldats sont démunis. Et le réflexe de donner une gourde avec un peu de vodka ou un peu d'eau, de donner à manger, génère, c'est ce que l'on rappelle, mais sur ce point, c'est vraiment pas du tout spécifique à la libération ou à la découverte d'Auschwitz, et à la libération de ces gens-là en tout cas. C'est des troubles qui en découlent d'une ingestion trop rapide de denrées alimentaires ou de boissons, des gens qui peuvent en mourir parce qu'ils ne sont pas capables de digérer ce qu'ils viennent d'ingérer. Et puis après, il y a la deuxième étape qui suit les premiers jours ou les premières heures, c'est l'arrivée des médecins, la mise en place d'infrastructures médicales dans les infirmeries du camp et des différents camps, surtout sur le camp 1. Les commissions d'enquête où les survivants parlent d'hôpitaux de fortune qui se créent sur place, et puis au bout de quelques jours, c'est surtout sur les bâtiments, les blocs du camp 1, où il y avait les infirmeries, en particulier le bloc 19 par exemple, devant lequel a été prise cette photographie, où sont réactivés ce qu'étaient les infirmeries du camp, mais pour devenir véritablement des lieux de soins. Alors que les infirmeries du camp, préalablement, étaient plutôt des mouroirs que des lieux de soins. Donc oui, l'urgence, c'est vraiment de gérer. Et là, j'ai échangé récemment avec quelqu'un dans le cadre d'un réseau social à la sortie de mon livre qui m'expliquait que un membre de sa famille, une arrière-grand-mère ou un arrière-grand-père, je ne sais plus, avait été libéré par les soviétiques, mais était mort 3 semaines plus tard en raison de son épuisement important. C'est-à-dire que les médecins soviétiques, comme les médecins américains ou anglais dans d'autres zones, n'ont pas pu sauver des vies. J'ai en tête le témoignage d'Ida Grinspan. Alors Ida n'était pas à Auschwitz quand elle a été découverte par les soviétiques, mais qui raconte son premier contact, et j'entends encore sa voix, c'est très émouvant, raconter cet épisode en disant « j'ai vu arriver un beau, grand jeune homme ». Voilà, donc les soldats soviétiques se sont occupés de ces populations et les médecins ont tenté de faire ce qu'ils pouvaient. Donc, une fois ces enjeux sanitaires pris en considération, l'étape suivante, alors qui met un certain temps à venir, c'est l'évacuation des prisonniers vers finalement leur pays d'origine. Comment est-ce que cela se passe? Et combien de temps cela prend-il? Alors là, c'est excessivement compliqué parce qu'on se rend compte que, et c'est pour ça que je me suis focalisé sur les témoignages français dont je disposais essentiellement, parce qu'en fait, ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Alors par exemple, je disais, il y a quelques dizaines de survivants soviétiques. Eux, et c'est ce qui permet de nuancer quand même l'état d'esprit de ces soldats de l'armée rouge, mais qui en fait obéissent à des consignes qui sont celles de l'état-major et du régime stalinien plus largement. Une partie de ces soldats des déportés soviétiques, eux, sont filtrés, sont envoyés, mais passent devant des commissions d'enquête, sont interrogés,
parce que on sait très bien, et d'autres l'ont démontré depuis longtemps, que les soviétiques découverts dans les camps de concentration du Reich ont été considérés par le pouvoir communiste comme potentiellement des traîtres ou des gens n'ayant pas assez combattu. Donc je les mets un peu de côté, ceux-là. Pour les prisonniers polonais, qui étaient... Alors, faut pas oublier qu'à Auschwitz, il y avait à peu près 150 000 Polonais non-juifs déportés, la moitié est décédée, donc il y a quelques milliers de Polonais non-juifs, ou quelques centaines, sur lesquels tombent les Soviétiques quand ils arrivent. Bon, eux, c'est soin, et dès qu'ils sont susceptibles de bouger, retour à la maison. Après, on se rend compte qu'il y a des zones d'exfiltration, c'est-à-dire qu'une bonne partie, je pense à des survivants français, descendent ensuite depuis la Pologne sur les bords de la mer Noire et repassent par Odessa, traversent la mer Noire, la Méditerranée et rentrent en France par Marseille. Mais il est très difficile de proposer une sorte de géographie ou de typologie de ces retours parce qu'en fait, il y a une énorme désorganisation, que l'armée rouge continue à avancer, que la guerre n'est pas terminée, donc il est hors de question pour ces survivants occidentaux, hollandais, belges, français ou italiens. C'est ce que raconte Primo Levi. Primo Levi, il a mis des mois à rentrer. Parce qu'il a fait un périple incroyable pour éviter le front, parce qu'on ne pouvait pas repartir vers l'ouest et risquer dans l'état où on était. Donc on se rend compte, et d'ailleurs sur ce point, il y aurait encore, je pense, puisque je lance des signaux à d'autres sur le sujet, des choses à faire en retraçant la trajectoire personnelle de plusieurs déportés pour revoir un peu s'il y a une géographie. Je vous parle du port d'Odessa parce que c'est un port qui revient souvent dans les témoignages. Je pense à Roger Perelman, exemple intéressant. Lui, il survit aux marges de la mort, mais il retourne en arrière. Il est hébergé par une famille d'Allemands qui est venu s'installer dans la région, de colons allemands, mais en fait il repasse après entre les mains des soviétiques et il repasse par le port d'Odessa pour entrer en France. Voilà, donc c'est difficile de proposer une vision globale et c'est pour ça que j'ai également tenté, non pas seulement pour me défausser, mais d'incarner la trajectoire de ces différentes personnes en prenant quelques exemples que je pouvais filer un petit peu. Parce que c'est vraiment une mosaïque finalement, ouais, de trajectoire. C'est ça. Maintenant, donc aussi sur les premiers moments de la découverte, donc effectivement vous le dites, c'est une découverte, et face à cela, un des premiers réflexes a aussi essayé de récupérer des traces, des archives, des choses sur ce qui restait. Alors les SS, vous l'avez dit, ont fait déjà un certain nombre d'efforts de destruction des preuves, mais pas, voilà, il en restait un certain nombre. Ouais. Comment est-ce que cela s'est passé en fait pour les soviétiques qui arrivent ? Alors c'est ce que j'ai tenté, et là c'est très intéressant en fait d'effectuer comme travail en tant qu'historien, c'est-à-dire que j'émets un certain nombre de fois, et je les admets, des hypothèses, c'est-à-dire que j'ai tenté d'imaginer ce que voyaient les soldats soviétiques quand ils arrivaient à tel ou tel endroit du lieu que je connais bien, et si on prend l'exemple de Birkenau, qui est un des lieux les plus symboliques, où il y a une trentaine de baraques, par exemple, dans lesquelles se retrouvaient les effets personnels des gens qui avaient été majoritairement exterminés sur ce site. Baraques pour la plupart d'entre elles en flammes. On peut imaginer et surtout s'appuyer sur des sources qu'on connaît, des témoignages et celles des commissions d'enquête soviétiques, voilà, de se dire que à mesure qu'ils ont progressé, et ça on n'a pas d'éléments matériels qui permettent de le dire, les soviétiques ont dû mettre des jours, sinon des semaines, à comprendre ce qui s'était passé. Voilà, ça j'en suis certain, c'est une évidence. Les choses sur lesquelles ils tombent, c'est quoi ? Ce sont des baraques, des éléments matériels. Ce sont des entrepôts. Ce sont des usines dans lesquelles l'activité était encore débordante quelques mois auparavant. Ce sont des fermes, ce sont des laboratoires agricoles. Vous voyez, donc il y a une multitude d'éléments matériels sur lesquels ils mettent la main, contrairement à ce qui leur est arrivé à Treblinka ou à Sobibor, où là, il y a toute une mise en scène qui a été effectuée par la SS pour effacer quasiment toutes les traces, même si on trouve des escarbilles, des ossements, voilà. Donc ça, c'est les aspects matériels. Ils tombent dans les baraques sur des aspects encore plus matériels, c'est-à-dire des vêtements. Dans les baraques du Canada, ce qu'on appelle le Canada à Birkenau, ils tombent sur des vêtements, tout n'a pas brûlé. Il y a des endroits spécifiques où ils tombent sur des sacs où il y a 7 tonnes de cheveux. Donc 7 tonnes de cheveux, un de mes collègues polonais là, qui a piloté un ouvrage de synthèse important il y a plusieurs années, Piper, qui expliquait que certains s'étaient engagés à essayer de calculer à combien d'hommes ou de femmes ça pourrait correspondre. Là, c'était des cheveux de femmes, à peine 140, 150 000 femmes. Quand je dis à peine, quand on prend le nombre de victimes d'Auschwitz, on se rend bien compte que sur l'ensemble de la période, si on prend que donc les cheveux, les prothèses, les lunettes. Donc malgré les efforts de destruction de la SS et des déportés,
il y a ces éléments-là. Il y a des éléments matériels du système exterminatoire, c'est-à-dire les fours crématoires et les chambres à gaz que les SS ont fait sauter, n'ont pas, comment dirais-je, laissent encore des éléments visuels qui permettent, après enquête et témoignages des survivants, de comprendre ce qui s'y est passé. Donc vous voyez, ça fait beaucoup finalement, des photographies, tous les registres d'inscription des déportés qui avaient été sélectionnés pour le travail, que la SS méticuleusement enregistrait, les fichiers, les photos anthropométriques qu'on retrouve sur le site d'Auschwitz I, le site muséographié, qui sont très impressionnantes. Si on les conserve aujourd'hui, c'est bien que les soviétiques sont tombés dessus quand ils sont rentrés sur les lieux. Donc, le réflexe de l'armée rouge a été de faire ce qu'elle a fait d'ailleurs partout où elle est arrivée, et la Marie Moutier l'avait très bien montré, et d'autres avant elle aussi, mais Marie a beaucoup insisté sur ce sujet, c'est-à-dire d'ouvrir des enquêtes pour essayer d'authentifier et d'identifier les auteurs, les lieux et les victimes des crimes. Et donc ce qui se passe à Auschwitz, c'est ce qui s'est passé ailleurs, c'est-à-dire commission d'enquête, à la fois polonaise, mais d'abord soviétique, avec audition de témoins, donc les survivants qu'on va interroger, ce que je raconte sur leur lit d'hôpital. Audition de témoins, alors Shlomo Dragon, qui est un survivant des Sonderkommando, lui, il avait réussi à bouger par les marges de la mort et revient en arrière pour être auditionné. Et c'est justement Shlomo Dragon qui, grâce à ses témoignages, va permettre à certains soviétiques de faire des dessins de ce qu'était une des chambres à gaz initiales qu'on appelle le bunker 2, que la SS appelait le bunker 2. Les dessins dont on dispose aujourd'hui, les reconstitutions dont on dispose, elles sont liées au témoignage de Shlomo Dragon en février 1945. Voyez. Donc, vous voyez, c'est non. Et le jour même, ou dans les jours qui, on sait, et Annette Vivorka, Sylvie Lindeperg en avait parlé en d'autres temps, mais on sait qu'il y a également quelques photographes et quelques cinéastes de l'armée rouge qui filment, qui font des images. Sur ces images, il y en a quelques-unes qui nous sont parvenues. On se rend compte que, là je parle de l'immédiateté, je parle pas de ce qui va se faire 1 mois et demi, 2 mois après, dans les heures qui suivent, les jours qui suivent l'arrivée des soviétiques. On se rend compte, on le voit ces images, que c'est celles où il y a le plus de neige. Parce que si elles sont tournées en février et mars, déjà la neige a commencé à fondre, il y en a beaucoup moins. Par exemple, celle-ci, c'est évident que c'est pas une photo du 27 janvier, quand je parle de celle-ci, pour les auditeurs, ils la voient pas, mais celle de la couverture de mon livre, c'est bien une photo. J'ai mis du temps à trouver la source, mais grâce à un de mes amis allemands Perrin du Mémorial de la Shoah, j'ai réussi à trouver. Voilà, donc il y a quelques photos prises par les soviétiques, mais dont Annette Vivorka, dans son Auschwitz 60 ans après, rappelait qu'elles ont paradoxalement, elles présentent assez peu de corps humains, quoi. Il y a assez peu de victimes, d'ailleurs, en fait, physiquement parlant, il n'y en a pas tant que ça sur les lieux, quoi. Voilà. Vous montrez justement que cette découverte du site fait assez rapidement l'objet d'entreprises de propagande. Oui, alors c'est quelque chose qui arrive dans les semaines si on veut faire une chronologie, et c'est pour ça que j'avais intitulé ce livre Auschwitz 45, parce que après avoir rappelé aux lecteurs que l'immensité de cet espace que vont prendre en considération et sur lesquels ils vont exercer leur autorité les soviétiques, il y a tout un tas d'éléments qui se produisent, donc gestion des prisonniers survivants, des survivants, soins, départ de ceux qui peuvent le faire. Arrivée de la Croix-Rouge polonaise qui se superpose aux efforts de la médecine de l'armée rouge, présence qu'il faut gérer des quelques civils polonais qui commencent à revenir sur les lieux de leur village, dont ils avaient été pour la plupart d'entre eux évacués, Brzezinska ou d'autres. Et donc, c'est ce que raconte un des témoins que je cite, qui a interviewé récemment Yad Inunum, c'est se rend compte qu'il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller, voilà, et où pourtant on essaye d'aller, quand on est polonais, j'entends. Et donc, dans les semaines qui suivent, ça s'étale sur plusieurs semaines, il y a plusieurs choses qui se mettent en place, et une des choses qui se met en place, c'est la tentative par les soviétiques de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et donc, on auditionne, on interroge. Certains expliquent très clairement le crime de masse, les gazages, l'extermination des femmes, des enfants, des vieillards. Les commissions d'enquête et les témoignages permettent d'élaborer un chiffre de victimes qui, et ça peut nous paraître surprenant, est 4 fois plus important que le chiffre de victimes réel. C'est-à-dire que les officiels soviétiques annoncent très, très tôt, dans le courant du printemps 1945, qu'il y a eu à peu près 4 millions de morts à Auschwitz. Donc on ne peut pas accuser les soviétiques d'avoir minimisé le nombre de victimes, puisqu'ils l'ont surdimensionné,
et que finalement, si on veut avoir des chiffres plus réels, il faut aller lire Dollfuss et écouter ses dépositions à Nuremberg ou lors de son procès devant les Polonais, où là, lui, il part d'1,5 million, enfin, il se rapproche du chiffre réel de victimes. Donc on peut se demander pourquoi cette surévaluation du chiffre, d'autant plus que ce chiffre va rester figé dans les démocraties populaires pendant très longtemps. Pourquoi on peut évoquer le terme de propagande ? Parce que, et c'est un sujet que j'évoque, mais qui était bien connu et que d'autres ont développé par ailleurs, mais sur ce site, sur ce lieu, et ça me paraissait important de le rappeler, l'armée rouge, aux ordres de Staline, a été accompagnée dès 1943 je pense à Vassili Grossman ou à Elia Ehrenburg, de tout un tas de romanciers, de journalistes, d'hommes de lettres ou de photographes qui avaient vocation à mettre en avant les crimes commis par les nazis sur les populations juives de l'URSS. C'était vraiment le but numéro 1. Et pourquoi je parle de ça à votre question qui paraît courte, ma réponse est un peu longue, parce que quand les soviétiques rentrent dans Auschwitz, ils se rendent compte que la majorité des victimes sont juives. Ça, ils peuvent pas ne pas s'en rendre compte, les témoignages le corroborent. Bon. Après, les victimes, elles sont pas là. Hein. Il y a des cendres, il y a pas de tombe, il n'y a pas de charnier, comme il y a pu y en avoir ailleurs, donc c'est plus compliqué. Et quand il y en a, ils sont pas en bon état. Enfin, voilà. Il y a bien quelques cadavres, mais... Donc, victimes juives. Pourquoi propagande ? Alors, il y a 2 niveaux de propagande. Propagande parce que le premier point, c'est sur lequel je vais terminer, il faut absolument cacher le fait que les victimes soient majoritairement juives. Et ça, c'est un objectif assumé, aujourd'hui est connu de tous, hein, mais que bien sûr que Staline va taire, mais il est hors de question de mettre en avant la proportion importante de victimes juives, aussi bien dans l'URSS que dans les populations européennes qui ont été touchées, sachant que les Juifs sont une nation parmi d'autres dans le système tsariste puis soviétique. Donc voilà, c'est pas seulement d'antisémitisme pur, mais il y a quand même de ça aussi, mais j'ai pas trop le temps de développer. Et donc, quand on parle des victimes, on parle des victimes de la Grande Guerre patriotique ou des victimes du fascisme. Je vous renvoie quand même au discours du Premier ministre polonais en 1967, qui inaugure le mémorial de Birkenau, et qui fait un discours d'1h30 sans prononcer le mot juif, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est très important, c'est ce que montre cette photo, et comme il y en a d'autres qui sont célèbres, des images d'archives de ces femmes qui sont allongées sur des chéalis dans un des blocs de Birkenau essentiellement. Il y a des reconstitutions par les soviétiques. Il y a même une image qui est tellement osée, ce que rappellent Anna Viorka et Sylvie Lindeberg, de reconstitution, où on voit des gens derrière les barbelés qui, lorsque les soviétiques arrivent, leur tombent dans les bras, mais où on voit bien que ces gens-là sont d'ailleurs habillés comme des civils, font 70 à 80 kilos, et n'ont absolument rien de déporté. Donc il y a tout un travail qui est fait entre le février et mars-avril de l'année 45 par l'armée rouge pour reconstituer la libération du camp. Et donc la photographie que je présente, je pense qu'elle est à cheval entre la reconstitution, la propagande et la réalité de ce qui s'est produit. C'est-à-dire que on est devant une infirmerie, on a des gens qui portent des tenues de déportés. Quand on regarde attentivement la physionomie de ces hommes qui sont rasés, tondus, certains ont bel et bien, certainement, on est 15 février, 14 février à ce moment-là, c'est-à-dire 2 semaines et demie après la libération, ont certainement été déjà susceptibles de se requinquer. Il y en a quand même quelques-uns qui me paraissent plutôt en bonne santé par rapport à des gens, après ils ont pu arriver tard, on n'a pas des... Mais il y a d'autres images qui sont clairement des images de reconstitution, de propagande. Donc la question c'est pourquoi ? Et un des éléments de réponse que j'évoque, mais là aussi je reprenais des choses qui avaient été dites, mais qui me paraissent évidentes pour moi encore aujourd'hui, c'est que l'armée rouge veut se présenter comme justement libératrice de ce lieu, veut être acclamée, et qu'il y a tout un travail de propagande qui est proposé, et que ces moments où on voit ces prisonniers, il y a des femmes polonaises qui ont été recrutées pour faire figure de prix de déportés, hein. Il y a une photo, je vous dis, célèbre de ces femmes sur des chéalis, qui regardent le photographe, qui reçoivent des ordres. C'est-à-dire que ce qu'on montre, c'est des gens vivants, des gens qui acclament, des gens qui sont contents. Ce qu'on voit pas, c'est la mort. Ce qu'on voit pas, c'est des tonnes de cheveux. Ce qu'on voit pas, c'est les escarbilles humaines qui traînent un peu partout. Vous voyez, donc il y a une volonté d'édulcorer. Pourtant, les images soviétiques qui ont été découvertes depuis la chute de l'URSS, sur lesquelles il y a eu un gros travail qui a été fait, il y a une très belle expo au mémoire de la Shoah il y a quelques années, montrent bien des preneurs d'images qui ont des crânes sous la main à Majdanek ou à Treblinka. J'ai cette image en tête, je crois que c'est Majdanek, mais ces images-là, le monde ne les voit pas à ce moment-là. Donc, je pense pas que ce soit pour préserver, si je puis dire, l'opinion publique de l'extrême violence de ce qui s'est produit. On voit bien ces images d'enfants qui montrent leurs tatouages, etc. Mais
on n'a même pas la démarche qui est celle des Américains et qui vont filmer des images, qui vont projeter à Nuremberg, de choquer l'opinion publique par des images d'une très grande violence, avec ces corps repris dans Nuisé Brouillard, etc., de Bergen-Belsen, mais voilà, il y a un travail de propagande ou un travail d'édulcoration de la réalité, dont la finalité est certainement multiple. Voilà, certainement multiple, complexe. À un moment où se joue quand même également dans cette Europe de l'hiver 45 des choses qui vont bien au-delà de la gestion de ces quelques survivants, c'est-à-dire la recomposition de tout le paysage européen. Et que je pense qu'on ne peut pas déconnecter ce qui se passe là comme ce qui se passe à l'ouest du Reich, ou plus à l'ouest dans le Reich, de ce rapport de force qui est déjà en train de se constituer entre Moscou et Washington, ou entre Moscou et les alliés occidentaux. On va y revenir, mais en tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant, même sur le regard critique qu'il faut avoir sur les photographies. Toujours. De toute façon, c'est une évidence, mais le rappeler à nos auditeurs, et surtout à nos jeunes auditeurs, c'est essentiel. À une période où on ingère plusieurs dizaines de photos par jour sur son portable ou sur son ordinateur, et où on est abreuvé d'images dans les médias, prendre le temps de se demander qui a pris la photo, pourquoi elle a été prise, sous quel angle. Tal Brutmann l'a très bien montré récemment avec ses collègues allemands pour l'album d'Auschwitz, qu'on connaissait depuis longtemps, mais qui méritait d'être décrypté cliché par cliché, justement, pour démontrer que si on comprend ce qu'on voit, c'est parce qu'on a d'autres connaissances. Voilà. Là, moi, je termine là-dessus, mais avec un petit groupe d'amis au mois d'octobre, devant le bloc 19. Le bloc 19, il n'a pas changé. Il a quasiment pas changé. Il y a l'inscription en haut de la porte qui a changé, mais le bâtiment est là, le 19 est là, et pour autant, si on n'a pas des éléments de décryptage historique, on comprend pas la photo, quoi. Oui, et puis je pense qu'il faut aussi, vous le disiez, effectivement, nos connaissances font qu'on interprète la photo, parce qu'en fait, on attend d'y voir quelque chose aussi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. Alors maintenant, on va dépasser le cadre 1945, justement, un petit peu. La première question qu'on aimerait vous poser, c'est donc que devient le camp à partir du moment où les déportés le quittent progressivement? À partir du moment, est-ce qu'il y a un moment où il est abandonné, par exemple? Est-ce qu'il est tout de suite réutilisé? Et deuxième moment, est-ce que tout de suite on décide d'en faire un lieu de mémoire? Alors sur cette question-là, il y a beaucoup à dire. Je vais essayer d'y répondre. Moi, j'avais une contrainte qui m'avait été fixée par mon directeur d'édition chez Passé Composé, Nicolas Grappayen, c'était de ne pas dépasser l'année 45. Parce que moi, j'aurais pu j'avais envisagé au départ d'envisager sur la question de la mémoire d'Auschwitz, mais bon. Pour répondre à votre question, dans un premier temps, donc, quand je dis le camp, c'est toujours un peu gêné, c'est le complexe et les différents camps. Il y a une partie, la partie économique. Je pense à l'usine dans laquelle travaillait Simone Weil à Bobrecht, l'usine Siemens, le site de la Buna, de Ligefarben, qui sont... Alors il y a cette superposition des pouvoirs, faut pas l'oublier. Armée rouge qu'occupe, qu'administre, mais en même temps une Pologne qui se reconstitue, qui se reconstruit politiquement, qui donc a des prérogatives politiques également, puisque la Pologne n'est pas annexée à l'URSS, et donc voilà. Donc c'est important pour la suite, parce que ce qu'on sait, c'est que très rapidement, pour le site lui-même, une bonne partie des baraques, par exemple en bois de Birkenau ou de Monowitz, sont démantelées. Très vite, très très vite. Essentiellement parce que la population locale obtient le droit de récupérer le bois de ces baraques pour pouvoir se reconstruire, se chauffer, tout comme une partie des baraques en briques, qui était celle de Birkenau, la partie 1 de Birkenau, qui étaient elles-mêmes des briques qui venaient de maisons voisines qui avaient été démantelées pour construire le camp en 41-42. Bon. Donc il y a déjà disparition d'un certain nombre de traces matérielles, mais qu'il ne faut pas imputer, contrairement à ce que j'ai parfois entendu, à une mauvaise volonté ou une volonté délibérée des Polonais locaux d'éliminer toutes les traces de ce qui s'était passé. Mais il n'y a pas d'autorité qui dit, théoriquement, les Soviétiques interdisent, c'est ce que disent certains témoins, on n'a pas le droit d'entrer dans le camp. Mais très vite, dans les semaines et les mois qui suivent, une partie des espaces baraques qui étaient disséminés sur les 40 km² disparaissent. Bon. Mais sur les grands sites, Auschwitz 1, l'ancienne caserne, là c'est de la brique, et Birkenau, où les baraques en bois disparaissent, il y a même certains, visiblement, membres de l'armée rouge qui font une sorte de trafic de bois vers... Bon, ok. Mais, qu'est-ce qui se passe? Une partie du site est utilisée par l'armée rouge pour interner des collaborateurs, des Polonais accusés d'avoir collaboré, ou des Allemands venus s'installer dans la région. Mais ça, c'est le sort de tous les camps d'internement, enfin des camps de concentration. Le Struthof sert, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, de camp d'internement pour les collaborateurs alsaciens. Voilà. Donc ça dure quelques mois.
Puis ensuite, la plupart des espaces, si je prends l'économie, la Buna ou autres, sont réactivés par l'économie polonaise. Voilà. Donc aujourd'hui, vous allez sur le site de Monowitz, il y a des grandes usines qui sont les héritières de la Buna de Ligue Farben. Vous allez sur le site de Bobrek, l'usine où était internée Simone Weil est une usine qui fonctionne encore. Alors, c'est plus Siemens, mais donc vous voyez, il y a des recyclages, des éléments, on va dire, économiques. Les baraques, pour la plupart d'entre elles, disparaissent, les effets personnels disparaissent aussi, mais sous l'impulsion de survivants. Et ce qui est intéressant, de survivants polonais qui ne sont pas tous juifs d'ailleurs. Une bonne partie des autochtones polonais non juifs se tournent vers les autorités locales et demandent à ce que certains éléments soient conservés. Et c'est dans le courant de l'année 47, donc 1 an et demi, 2 ans après l'ouverture du site, que le musée d'Auschwitz voit le jour. Donc oui, ça a été relativement rapide, avec toute une autre histoire qu'il faudrait reprendre, mais que j'ai pas le temps de développer ici, qui est justement qu'est-ce qu'on muséographie et qu'est-ce qu'on retient à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la Pologne de 47, le premier musée, d'ailleurs, dont certaines pièces se sont longtemps aspirées, elles commencent un peu à bouger aujourd'hui, des différents blocs du camp 1 qui est aujourd'hui transformé en musée, c'est essentiellement la souffrance des déportés qui ont été sélectionnés pour le travail, juifs ou non juifs, les effets personnels, les photos, est-ce qu'on garde des cheveux? Très tôt, c'est décidé de les garder. Est-ce qu'on garde des lunettes, etc. Bon. Mais ce lieu vit également dans la mémoire de ceux qui en sont revenus. Et je pense par exemple à ces 3000, 3500, peut-être 4000 survivants de la déportation juive de France sur les 76 000 personnes qui sont parties, se crée dès la fin de la guerre, enfin dès la fin de l'année 45, dès le printemps 45, une amicale qui s'appelle l'amicale d'Auschwitz, qui très vite va organiser des pèlerinages sur site. Donc, il y a la partie officielle polonaise, muséographie des 47, la partie économique qui fait que très tôt, la plupart des lieux sont réactivés, réutilisés. Donc, aujourd'hui, quand on veut, dans l'espace de la périphérie du site, retrouver des traces de ces anciens camps, on les retrouve. Mais je prends l'exemple de certaines fermes comme Budi et Reichko, il y a des endroits où il reste des serres. Ces serres, elles sont restées longtemps comme elles étaient sans être réutilisées. L'usine de l'Union Werke où travaillait Uda Grenspan, qui est à côté du site de Auschwitz I, dans la périphérie d'Auschwitz, c'est une usine qui est restée en état si je puis dire, de ruine pendant des années. Au milieu des années 2000, on pouvait, en allant à pied d'Auschwitz I, déambuler dans les restes de l'Union Werke. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très étrange. Et je prends un exemple, et je termine, qui est très intéressant, c'est que par exemple la Judenramp, c'est-à-dire l'endroit où sont arrivés à peu près 500 000 juifs européens, dont l'écrasante majorité des juifs de France, qui se trouve à 800 mètres de l'entrée de Birkenau. C'est un site qui n'a été mémorialisé qu'au début des années 2000, 2005 exactement. Et il y a tout un ouvrage que mes collègues polonais ont développé sur l'évolution de la mémorialisation du site. C'est qu'à mesure que le temps a passé, alors que dans les premiers temps, c'était surtout le musée dans le camp 1, d'autres lieux en rapport avec la disparition des Juifs d'Europe sont devenus des lieux de mémoire. Alors qu'au départ, c'était plutôt des lieux qui étaient mémorialisés en rapport avec la souffrance des déportés. Ce qui correspond plus ou moins à l'état d'esprit du gouvernement communiste de l'époque aussi. Vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y a alors je crois que c'est un chercheur polonais, vous disiez, qui interroge des témoins qui aujourd'hui ont 90 ans et donc qui étaient adolescents dans les environs, enfants ou adolescents. Donc vous évoquez par exemple les baraques ont été démontées, les gens ont récupéré des choses, mais est-ce que par exemple pour ces adolescents, pour ces enfants, ça a été en partie un terrain de jeu par exemple d'explorer certains endroits Ça, j'ai pas eu accès à ces témoignages-là, peut-être. Parce que par exemple, on sait que d'anciennes casernes deviennent effectivement des terrains de jeu pour les enfants. Moi, j'ai connu, au début des années 2000, quand Birkenau était encore ouvert aux 4 vents, c'est le cas de le dire, des gens qui traversaient le lieu pour aller d'un point A à point B. J'ai vu des gamins faire des batailles de boules de neige sur site, mais bon, c'était pas les gamins de la fin de la guerre. À la fin de la guerre, je sais que certains témoins racontent c'est terrible à raconter, mais un des attraits du lieu, c'est que certains s'y rendaient en espérant y trouver des richesses. Au nom de cette histoire, légende, ou de ces rumeurs comme quoi les Juifs étaient riches, et donc qu'il y avait à proximité des baraques où étaient entreposés les effets personnels des déportés juifs, de l'argent à se faire. Et donc, on sait aujourd'hui concrètement qu'un certain nombre des habitants de la région, et pendant longtemps, sont venus tenter d'essayer de trouver à proximité, puisque ce lieu est un lieu qui a été construit sur des marécages,
et que par capillarité, il y a un certain nombre d'éléments matériels qui remontent, encore aujourd'hui, un peu moins maintenant, mais il y a encore quelques années, et pas seulement des effets matériels, ça pouvait être des restes humains également. Voilà, mais pour des gamins, c'est pour ça que je vous dis, l'intérieur de Birkenau, les barrières, les barbelés ont été reconstitués récemment, quoi. L'ouverture du site était une évidence, quoi. Auschwitz I, c'est différent parce que, je vous dis, dès 47, c'est mémorialisé, donc on n'a plus tellement l'occasion d'aller y jouer. Mais il y a fort à parier que les gamins, la vie reprenant le dessus, sans y voir un mauvais esprit, aient pu utiliser ces espaces comme d'autres, quoi. Et alors, comment se déroule, du coup, peut-être dès 47, même les premières grandes commémorations en plein contexte de guerre froide? Là, pour être très honnête, j'ai peur de vous dire des bêtises parce que j'ai plus en tête les événements qui ont pu se produire le 27 janvier. De toute façon, pour être très clair, le 27 janvier, ça n'a pas été retenu comme une date importante par tout le monde tout de suite. C'est-à-dire que la communauté, les survivants, ces différentes associations, donc je parle de l'amicale d'Auschwitz, je pense l'amicale des déportés de Blechhammer, qui était un sous-commando du camp de Monowitz, qui a laissé des traces dans la mémoire française, parce qu'il y a certaines grandes personnalités qui en émanaient. Il a fallu que ces gens-là se retrouvent. Donc des grandes commémorations officielles en Pologne, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a la commémoration de la fin de la guerre, il y a les amicales qui organisent, je vous dis, des pèlerinages ou des déplacements. Alors dans ce contexte de début de guerre froide, c'est encore possible de se rendre en Pologne, d'organiser des déplacements, d'organiser des sortes de cortèges ou de processions qui vont de tel point à tel point. Après, il y a tout un travail à faire, mais que là, j'admets ne pas avoir fait, et que je sais que certains sont en train de faire en ce moment, qui consiste à travailler justement sur les archives de l'Union des déportés d'Auschwitz, pour pouvoir voir comment s'est construite progressivement, ne serait-ce qu'à l'échelle française, la mémoire de ce lieu. Alors, il y a déjà des choses qui ont été faites par Olivier Lallieu et d'autres, mais précisément, sur ce site d'Auschwitz, il y a un monument qui est inauguré au Père-Lachaise peu de temps après la fin de la guerre, vous voyez. Mais en Pologne même, je prends un exemple concret, il n'y a pas de mémorial à Birkenau avant 67. Le premier mémorial à Treblinka, c'est 64. Vous voyez, il faut quand même que le temps passe et qu'on soit... Et sur Birkenau, le premier mémorial qui aujourd'hui n'est plus celui qu'on connaît, sinon l'immonde sculpture qui a été réalisée, mais la première stèle, elle parle des victimes du fascisme, quoi. Et je me demande même si, de mémoire, elle ne reprendrait pas le chiffre de 4 millions dont on parlait tout à l'heure. Et donc d'abord, et maintenant, et peut-être pour clore cette conversation, bientôt, d'ici quelques semaines, approche le moment de cérémonie internationale pour le 80e anniversaire de cette découverte du complexe. Quels sont selon vous les enjeux mémoriels à l'œuvre? Alors c'est une question peut-être un peu large, mais... Non, mais les enjeux, ils sont multiples. Je le disais tout à l'heure, je pense qu'un des grands enjeux, c'est que ce sera un des derniers grands anniversaires, sinon le dernier, où il y aura encore des survivants. Voilà. Ils sont de moins en moins nombreux, mais il y en a encore. En France, ne serait-ce qu'en 6 mois, voilà, il y en a déjà plusieurs qui sont plus là. On a la chance d'avoir encore Ginette Kolinka, Esther Seno, qui ont vécu, qui ont connu cet enfer et qui peuvent le relater. Donc ça sera en ce sens un enjeu de voir encore aujourd'hui des gens juifs, tziganes, Roms ou Sinti, déportés politiques polonais, déportés politiques français, aujourd'hui il n'y en a plus de survivants, mais voilà, plus beaucoup. Voilà. Mais de rappeler la diversité sur le 1 300 000 déportés, 1 100 000 victimes, dont 1 million de victimes juives, ce qui veut donc dire qu'il y a plus de 100 000 victimes non juives, qu'il ne faut pas oublier non plus. Donc un des gros enjeux, c'est de continuer à rappeler ce qu'a été l'extrême complexité du système, et que dans les années à venir, on préserve l'exemplarité du lieu en rappelant que c'est un lieu de la mémoire juive, européenne et internationale, mais que ça ne peut pas être qu'un lieu de la mémoire juive, tout comme ça ne peut pas être qu'un lieu de la mémoire de la souffrance polonaise, comme à un moment donné, le gouvernement polonais récent avait tenté de laisser envisager. Donc, un enjeu mémoriel, alors là, je pense à mes collègues du site, Piotr Siwinski et tous les gens qui travaillent avec lui, le directeur du musée mémorial, qui fait un travail remarquable depuis des années. L'autre enjeu mémoriel, c'est la préservation. Ce site se dégrade. Préservation des éléments matériels. Il y a tout un staff de gens qui travaillent au quotidien pour préserver des sandales de gamins de 6 mois, ou préserver des vêtements, des prothèses,
Le choix a été fait de ne pas préserver les cheveux, donc les cheveux dans quelques temps ils seront plus visibles parce j'ai déjà eu changer de couleur en 20 ans, bon ok. Mais par exemple, ça c'est un chantier qui est absolument incroyable et passionnant, c'est tout le travail qui est fait par la structure, par l'aide internationale pour sauver les baraques en briques. Au mois d'octobre dernier, j'ai l'occasion, avec un guide du musée, moi je faisais la visite et lui il m'accompagnait et puis on intervenait conjointement. Et à un moment, il m'a entendu parler de Simone Veil, il me dit « Ah, tenez, je vais vous montrer le bloc dans lequel était Simone, qui venait d'être restauré. » Restaurer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gros travail qui est fait pour restaurer brique par brique, à l'identique, les blocs. Quelques éléments au sol, par exemple, on a bétonné le sol pour pas qu'il s'abîme trop, etc. Mais voilà, donc le deuxième enjeu, c'est une fois les témoins disparus, qu'est-ce qu'on fait du lieu? Et moi qui suis vraiment engagé depuis des années sur la réflexion sur les lieux de mémoire, je pense qu'un des gros enjeux, et qui n'est pas du tout figé aujourd'hui, sur lequel il faut rester vigilant, c'est que la mémorisation de certains des lieux importants, Judenramp, le site de Birkenau, soit préservé. Troisième enjeu, et je termine là-dessus, c'est que se souvenir c'est bien, mais savoir c'est mieux. Enfin savoir c'est mieux. Savoir c'est essentiel. C'est-à-dire il faut continuer à travailler pour que ce dont on se souvienne soit historicisé. Et donc, le modeste travail qui est le mien et ceux qui ont précédé, ceux qui suivront, là va sortir le cahier d'un survivant des Sonderkommando, vont continuer à, comme le bouquin, enfin l'exceptionnel travail qui a été fait sur Nadjari qui est sorti l'année dernière, il y a encore des choses à apprendre sur ce qui s'est passé là-bas. On ne sait pas tout. Et donc, moi qui arrive en fin de carrière, qui ai tenté de transmettre à pas mal de monde ce que j'ai pu comprendre, découvrir et tenter d'appréhender, me dit que dans l'Europe qui est la nôtre, on n'est pas du tout certain que cette mémoire puisse perdurer sereinement. Et donc il y a un gros chantier à envisager pour continuer à travailler avec les gens qui font tout ce travail énorme. Mes collègues historiens polonais sont nombreux à faire un travail énorme. Il y a des historiens israéliens, américains, allemands, enfin, pas faire la liste, mais qui continuent à bosser sur le sujet. Mais la mémoire elle-même, c'est quelque chose de volatile. Et si les autorités d'un pays, d'une société décident un jour que ça, on va pas s'en préoccuper. Je termine sur une note qui pourra peut-être paraître quelque peu polémique, mais je sais pertinemment déjà, en raison d'une publication récente qui, elle, était un peu plus polémique justement, mais que dans le contexte actuel, des tensions au Proche-Orient, aborder Auschwitz, c'est pas toujours facile pour certains de nos contemporains. Et que certaines librairies, certains chercheurs, certains scientifiques se disent que de parler d'Auschwitz au moment où la guerre fait rage au Proche-Orient, ça pose un problème. Et que donc mon travail, moi en tant qu'historien, ou nous à l'échelle de la mémoire européenne, c'est de se dire qu'il ne faut pas tout mélanger. Et que se souvenir de ce qui s'est passé là ne veut pas dire qu'on ne parle pas de ce qui se passe aujourd'hui et dans le reste du monde. Mais ça paraît évident pour nous, on est tous les trois là d'accord, mais je pense que c'est un des gros enjeux mémoriels des années à venir, c'est que il faut pas tomber dans l'excès. J'entendais, et je sais que certains se disent, ça y est, c'est la fin, les témoins, ils nous quittent. On continue à enseigner la Première Guerre mondiale. Moi, je vais régulièrement avec des étudiants et des collègues sur le site de Verdun, que je connais bien. La mémoire de Verdun n'a pas disparu parce que les poilus sont morts. Donc, la vivacité du centenaire avait bien montré d'ailleurs. C'est ça. Donc, je pense que après, mais par contre, on parle souvent de la mémoire comme un patrimoine mental, mais la mémoire, c'est aussi un patrimoine collectif. Et donc, si cette mémoire vit encore dans les familles des victimes, des héritiers de ces victimes, il faut qu'elles vivent dans les manuels scolaires, il faut qu'elles vivent dans les productions cinématographiques, il faut qu'elles vivent dans les romans, il faut qu'elles vivent de telle façon qu'on continue à se demander pourquoi ça a eu lieu et sous quelle forme on peut encore, avec le temps, s'en souvenir. Bien, il nous reste à vous remercier pour cet entretien passionnant. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast réalisé par les doctorants en Seconde Guerre mondiale du laboratoire ISTEME de l'Université de Caen. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager. Nous vous retrouvons le mois prochain pour un prochain épisode.